Bonjour, chronique BD aujourd'hui, BD japonaise, alors manga, gekiga, je ne sais pas exactement, avec le quatrième tome de la mythique série Lone Wolf and Cub de Kazuo Koike et Goseki Kojima, tome intitulé Le Gardien des Clochers. Donc quatrième volume, et j'ai toujours autant d'admiration pour cette œuvre immense. Ce qui n'empêche pas quelques critiques ça et là sans doute, et en sens inverse, des louanges plus marquées encore que d'usage pour telle ou telle dimension de la BD plus ou moins mise en avant jusqu'alors. J'en avais, comme de juste déjà dit, beaucoup de bien dans mes comptes rendus des 3 premiers tomes, mais cette fois j'ai plus que jamais envie d'appuyer sur l'excellence du dessin de Kojima Goseki. C'est toujours plus impressionnant, toujours plus juste, toujours plus beau. Le dessinateur accomplit un travail extraordinaire avec un trait qui lui est propre, mais pouvant faire appel à plusieurs techniques différentes avec toujours autant d'à-propos, d'une précision admirable. Mais cela dépasse bien sûr le seul dessin au sens le plus strict, car il faut y ajouter l'incroyable sens du découpage, cadrage et montage, qui est décidément à mes yeux un des plus grands atouts de cette BD. Ainsi notamment dans ce quatrième tome pour des séquences où le silence règne, ou éventuellement des onomatopées qui rythment la scène. Par exemple, dans le premier épisode de ce quatrième tome, les hup hup des porteurs de palanquins, ou le son des cloches qui résonnent, imposant leur découpage du temps, à la vie comme à la mort. Le vocabulaire que j'emploie en témoigne déjà avec son ambiguïté que j'avais déjà relevée dans mes précédentes chroniques. On est tenté de qualifier cette mise en image avec les termes adaptés à la mise en scène et au montage d'un film. Un Shambhala, bien sûr, mais peut-être pas seulement un des baby carts directement adaptés du manga Lone Wolf and Cub. Après tout, cette virtuosité pourrait très bien renvoyer à un film de Kurosawa Akira, entre autres, mais on est donc tenté de parler en termes de cinématographie. Quoi qu'il en soit, c'est un travail admirable et de toute beauté, toujours un peu plus. Et dans ce quatrième tome, c'est d'autant plus flagrant que le scénario de Koike Kazuo pêche peut-être un peu. Dans les premiers volumes de la série, même si j'appréciais déjà beaucoup le dessin de Kojima Goseki, j'avais cependant tendance, mais c'est une pente naturelle chez moi, à privilégier le scénario. C'est sans doute devenu d'autant plus vrai à partir de l'allongement du format des épisodes, jusqu'à atteindre une 60aine de pages en moyenne, dans le tome 2 surtout, qui permettait de mettre en scène des histoires plus complexes en prenant en outre le temps pour poser une ambiance, en s'associant au dessin bien sûr, là encore le cas échéant au travers de scènes muettes très expressives. Mais l'essentiel à mes yeux reposait cependant sans doute sur ces deux attributs, l'usage précis d'une documentation précise, et la capacité si bluffante de Koike Kazuo à toujours ou presque me surprendre. Les tomes 2 et 3 regorgeaient donc de ce genre de merveilles. Et ici, il me semble que c'est un peu moins vrai. Non que le scénario soit mauvais, il ne l'est certainement pas, mais il m'a fait l'effet d'être un peu plus routinier, disons, avec un usage de la documentation un peu trop mécanique, et, en conséquence, une moindre aptitude à me surprendre, avec tout de même une belle exception dans l'épisode 22, soit le troisième de ce quatrième volume. Mais cela ne vaut en fait que pour les 2 premiers épisodes de ce volume, qui commencent d'ailleurs peu ou prou de la même manière, avec une docte présentation d'un aspect plus ou moins méconnu de la société d'Edo, en préalable à l'aventure à proprement parler. Dans le deuxième épisode, le procédé est à la fois subverti et trop appuyé, dans la mesure où cette présentation constitue une sorte de voix off, tandis qu'Ogami Itto entame sans attendre ses massacres. Mais c'est très long, très pointu, avec un vocabulaire spécifique dans lequel il n'est pas toujours aisé de se repérer, même avec le glossaire en fin de volume, et globalement guère répétant. Le troisième épisode, incontestablement le plus marquant, échappe à cet éventuel travers. Mais, passé une ouverture étonnante en forme d'attaque en force, le quatrième épisode revient et même doublement à ce procédé, encore que de manière nettement plus habile et enthousiasmante. Et là, il faut noter une particularité, ce dernier épisode est particulièrement long, dans les 120 pages environ, soit le double du format habituel. Ces développements qui prennent leur temps ont dès lors un rendu différent et largement préférable. Cette potentielle routine s'exprime aussi à un autre niveau, encore que de manière pas trop envahissante, puisque c'est surtout dans le premier épisode que ce phénomène se constate, la mise en avant de techniques de combat pas banales, à partir d'armes éventuellement improbables. Ce qui est plus gênant par contre, c'est que les 2 premiers épisodes empruntent une même structure ternaire, qui voit notre Ronin préféré se battre successivement contre 3 adversaires, dont la différence pour le coup a donc quelque chose de mécanique. Cependant, Koike Kazuo s'est toujours mitonné quelques-uns de ces twists dont il a le secret, pas forcément aussi renversants que ses plus belles réussites dans le domaine ici, et pouvant donc parfois, fonction du contexte, avoir quelque chose d'un peu mécanique là encore, mais avec suffisamment de maîtrise pour capter et conserver l'attention du lecteur,
ou quand il s'agit d'abattre ses dernières cartes en fin d'épisode pour le bouleverser. Quelques mots maintenant des 4 épisodes de ce 4e volume. Le premier épisode s'intitule Le gardien des clochers, c'est donc ce qui donne son titre au volume. Mais les 2 premiers épisodes sont donc clairement les moins intéressants du lot, car les plus routiniers au plan du scénario, en dépit de quelques retournements bienvenus. Tous 2 commencent donc par une certaine dimension documentaire, ici focalisée sur le sujet incongru des clochers des dos. Le maître des clochers, qui a pour nom et titre à la fois Tsuji Genshichi, engage Ogami Itto pour qu'il lui permette, à sa manière tranchante, de décider de sa succession, de qui portera après lui le nom et le titre de Tsuji Genshichi, dont il est la 4e itération. Au rythme des cloches, il adressera aux Ronin les 3 successeurs potentiels, à charge pour notre assassin non de les tuer pour le coup, mais de leur ôter le bras droit indispensable à leur charge. Bien sûr, dans la furie des combats, Ogami Itto ne s'embarrasse guère de cette demande inhabituelle et tue volontiers des adversaires par ailleurs aux techniques de combat étonnantes et pas toujours très scrupuleux. L'épisode fonctionne, mais surtout parce que le dessin est parfait, et si j'ose dire, son illustration sonore aussi. J'avais mentionné plus haut déjà ce jeu sur les halètements des porteurs de palanquins, et bien sûr sur les clochers, ce qui fonctionne très bien. Mais à tout prendre, et malgré le point de départ étonnant de la succession de Tsuji Genshichi, malgré aussi l'ultime retournement, étonnant peut-être, mais bizarrement pas si saisissant que ça alors que ses implications devraient prendre aux tripes, l'épisode est donc un peu mollasson car routinier. Ça se lit très bien même, mais c'est clairement bien loin des sommets antérieurs de la série car un peu trop automatique. Mauvais sujet qui suit n'est guère plus satisfaisant, et probablement encore un peu moins en fait, et pour des raisons assez proches. En fait, la juxtaposition des 2 épisodes ne fait que renforcer cette impression, et sans doute aux dépens du second, pour de bêtes raisons de chronologie et d'enchaînement qui mettent en avant la répétition parfois. Le thème est cette fois celui des Orisuke, des sortes de faux samouraïs de seconde zone, et guère sensibles aux notions d'honneur et de loyauté du Bushido, mais devenus de plus en plus fréquents au service des daimyo durant l'ère Edo du fait d'une politique désastreuse. Ces êtres fourbes et vulgaires font donc figure d'antithèse de la conception idéale du samouraï. En tant que tels, ils sont une racaille à éradiquer. Leur inconséquence et leur corruption sont d'ailleurs tout particulièrement illustrées par leur goût pour les jeux de hasard, comme tant de minables yakuza. Ils usent d'ailleurs fréquemment de l'insulte sanpin, désignant un samouraï de bas étage, ce qu'ils sont pourtant à tout prendre, sur la base d'une combinaison défavorable au dé. L'épisode démarre donc étrangement avec une longue séquence où nous voyons Ogami Itto livrer 3 assauts contre des Orisuke notables et leur bande de canailles, tandis qu'en voix off, Koike Kazuo nous décrit de manière détaillée mais un peu confuse, souci de traduction peut-être, les divers aspects de la question. À vrai dire, dessin exceptionnel de Kojima Gotseki mis à part, on s'ennuie un peu. La donne change cependant quand cesse la voix off et que l'on se focalise sur les actions présentes de notre assassin préféré, ce qui peut cependant inclure un flashback d'importance. La méthode ici renvoie à la manière de certains des épisodes du premier tome, je suppose, car il ne reste alors plus qu'un demi-épisode pour narrer une histoire à proprement parler, et sur un mode où la froideur de l'assassin, qui suit sa propre voie, s'accompagne pourtant d'une forme de moralité indirecte, entendre par là que, sans compromettre sa mission, jusque dans ses considérations les plus cyniques, Ogami Itto trouve aménagé un espace ambigu pour que les vraies victimes de l'histoire puissent faire payer les vrais coupables, disons. Un trait qui reviendra dans l'ultime épisode de ce 4e volume, mais avec plus d'ampleur et aussi et surtout considérablement plus de finesse et d'astuce. Pour le coup, cette orientation tardive fonctionne cependant assez bien, mais cet épisode n'en est pas moins bancal, avec sa longue introduction et ses combats presque omniprésents, dont la virtuosité graphique de Kojima Goseki ne peut pas totalement masquer l'inspiration un peu terne. Mais nous passons à toute autre chose avec le 3e épisode, Dernier Frima, ô combien différent et en fait totalement inédit dans la série, ce qui en fait probablement le grand moment de ce 4e volume de Lone Wolf and Cub. Car c'est le Cub qui nous intéresse cette fois. En effet, Ogami Itto n'apparaît presque pas de tout l'épisode, qui est centré sur son fils en bas âge, Daigoro. Celui-ci s'inquiète du retard de son assassin de père, un retard qui se compte en journée, et décide de partir à sa recherche, non en posant des questions aux passants, ce serait une mauvaise idée, mais en essayant de déduire où il pourrait se trouver, peut-être en train de se vider de son sang, eu égard aux habitudes que Daigoro a pu constater dans son comportement. Au cours de son enquête, Daigoro suscite la curiosité d'un samouraï austère
et quelque peu maniaque, qui n'en revient pas de constater que ce tout petit garçon a le genre de regard à l'horizon n'appartenant qu'à ceux qui ont vu la mort au combat, et si souvent qu'ils s'y sont fait. Mais il demeure à distance pour tester l'étrange enfant. Un test qui va bien au-delà de ce qu'il imaginait lui-même, puisque Daigoro se retrouve au cœur d'un incendie allumé dans un champ par des paysans pour préparer les cultures. Une situation dont bien peu d'adultes pourraient se tirer, et sans doute aucun enfant, même avec ses yeux si intimidants. L'épisode est une franche réussite. Le dessin de Kojima Gotseki, toujours au top, et le scénario de Koike Kazuo y revient. Même dans son outrance, l'histoire fonctionne bien et a surtout pour grande qualité de mettre en avant, enfin, le personnage de Daigoro, rarement plus qu'un faire-valoir presque cosmétique jusqu'alors, même s'il y avait quelques exceptions, notamment l'épisode Frères et Sœurs dans le tome 2. Bien sûr, cela revient à poser la question de son éducation par Ogami Itto. La conclusion tranchante peu déconcertée, mais d'une certaine manière elle est cohérente tant dans le contexte restreint de l'épisode que dans celui plus ample de la série. Excellent. Reste un ultime épisode, Saltimbanque, qui est donc 2 fois plus long que la moyenne, dans les 120 pages environ. C'est l'autre grand moment de ce 4e tome, et avec l'épisode précédent il contribue donc largement à rattraper les faiblesses éventuelles des 2 premiers chapitres. La documentation est là encore mise en avant, mais de manière plus réfléchie, plus littéraire aussi, que dans les 2 premiers épisodes, qui pêchaient sans doute sous cet angle. Entendons par là que la sécheresse documentaire n'est pas forcément de mise, et que l'information passe surtout par des personnages impliqués dans ces sujets, ce qui les rend plus vivants. Les 10 sujets étant le tatouage et les saltimbanques, au sens large, que sont les Gomune. Mais avant de développer ces aspects, et bien avant concernant les Gomune, l'épisode s'ouvre sur une scène de combat largement muette opposant une femme superbe à des malandrins. Mais la dite femme, outre son adresse au sabre, stupéfie tant ses adversaires que le lecteur parce qu'elle se bat nue, révélant alors que son dos et ses seins sont couverts de tatouages les plus choquants qui soient. C'est alors que l'on passe aux considérations sur le tatouage, dû à un maître tatoueur en plein travail sur le corps de la jeune femme, dans une scène où la souffrance contenue participe d'un certain érotisme ne laissant pas indifférent. L'introduction de Gamito et de Daigoro est donc retardée, qui signalera par contre le moment de traiter en fond des Gomune et d'en apprendre davantage sur cette femme, Oyuki, qui fut saltimbanque, mais devint ensuite Beshiki Onna, soit femme combattante au service d'un daimyo et chargée d'enseigner son art à d'autres femmes. Mais les Gomune sont hostiles car ils savent qu'Ogami Itto est un assassin envoyé pour éliminer Oyuki, qu'ils considèrent toujours des leurs. Et c'est bien le cas, bien forcément. Mais Ogami Itto n'est pas du genre à foncer tête baissée et se documente, lui aussi, pour en savoir autant que possible sur cette proie hors norme, charismatique, déterminée, forte, redoutable. C'est ainsi que nous pourrons découvrir ses motivations, mais aussi celles de notre assassin, en fait inattendu, ce qui met en place un beau dilemme dans la veine étrangement morale dont je parlais un peu plus haut, d'où là encore ces arrangements concoctés par le loup, sinon son louveteau, pour qu'en définitive les mauvais soient punis, sans pour autant que cela ne vienne empêcher l'assassin d'exécuter loyalement son contrat. Saltimbanque n'est certainement pas un épisode aussi inventif que Dernier Frima. À mains égards, il brode sur des thèmes et procédés déjà entrevus dans les 3 tomes précédents. Mais il le fait superbement bien et en mettant à profit ce long format inédit, car tant le dessin de Kojima Goseki que le scénario de Koike Kazuo en bénéficient. En résulte un chapitre très réussi de la saga d'Ogami Itto qui creuse le personnage en le confrontant à une antagoniste, si c'est bien le mot, c'est pas sûr, digne de son charisme. Car Oyuki combine l'authenticité douloureuse et en même temps forte des meilleurs personnages féminins de la série, notamment Kushimaki Osen, la voleuse et prostituée de l'épisode à l'oiseau les ailes, à la bête les crocs dans le tome 1, a une capacité martiale féminine constituant un contrepoint bienvenu à quelques tentatives antérieures nettement moins inspirées dans ce registre, dans le tome 1 toujours, et juste avant l'épisode avec Kushimaki Osen, les 8 portes de la perfidie étaient un triste ratage à cet égard. Et bien sûr l'idée de ces tatouages est très bienvenue, qui singularise le personnage avec quelque chose de malsain dans son audace, que l'on devine cependant ne pas être gratuit, même si c'est aussi un moyen fort pratique d'érotiser l'épisode. Là encore, un chapitre très convaincant. Aussi, malgré un démarrage guère attrayant sur le plan du scénario, ce 4e volume parvient en définitive à retrouver le niveau d'excellence des tomes 2 et 3, tandis que le dessin de Kojima Goseki ne cesse de gagner en pertinence, en finesse, en inventivité, en audace. Ce 4e tome m'a peut-être incité à me montrer plus circonspect, du fait de ces 2 premiers épisodes un peu faiblards,
mais l'enthousiasme demeure pour cette brillante série à la hauteur de son culte. Tome 5, un de ces jours.